Entendez bien. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas mis les écouteurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, Ngoy Chimankoy. Bonjour, Alex Mbala. Je vous suis depuis le Sénégal. Ah, d'accord. Ok, parfait. Donc, je comprends que vous m'entendez bien. Euh, euh, le son est bon, hein? Ah, ok, d'accord. Parfait. Parce que j'utilise rarement Non, généralement, j'utilise toujours les écouteurs, mais là, si vous m'entendez bien, c'est très bien. Très bien, encore 40 secondes et on va démarrer quand même, parce que je n'aime pas être long. Bonjour Bassassal, Bagas. Euh, bon, on va démarrer. On va démarrer parce que je sais qu'il est tard. Ici, en Amérique du Nord, il est encore 16 heures. Là-bas, il est déjà 22 heures passées. Donc voilà. Écoutez, je vais essayer d'être expéditif. Je vais parler très rapidement de la situation à Goma et aussi de discuter un peu les enseignements que l'on peut tirer de tout ça. Je vais répondre aux questions après, Monsieur Paul Romain. Et donc, des questions qu'on peut tirer de tout ça. Donc, comme on le sait, Goma, depuis 2 jours, est assiégé par ce que moi j'appelle les nazis, même pas les terroristes, mais les nazis du M23, créés et soutenus par le Rwanda. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites. L'opinion s'est enflammée, ce qui peut se comprendre au regard de l'importance que représente la ville de Goma. Mais là où moi je suis un peu, je dirais un peu surpris par la réaction des uns et des autres, bien que je comprenne, bien que je les comprenne, c'est le fait que Goma est une énième ville aujourd'hui ciblée par les Rwandais du M23. Ce n'est pas la première ville qui risque de tomber parce que je sais, d'après certaines sources, les affrontements se poursuivent, même si les hommes du M23 sont déjà dans la ville. Donc, on n'a pas encore une information définitive parce on a des informations parfois qui se contredisent et ça peut se comprendre au regard de ce qui est en train de se passer. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la chute imminente ou la chute de Goma, je croise les doigts, si elle a lieu, elle devrait nous interroger. Et personnellement, je crois que je suis de ceux qui, en tout cas, adoptent une posture de distance par rapport aux faits, même si je sais que ces faits mobilisent quand même l'affect, l'émotion, les émotions. Parce que c'est sûr que voir les Rwandais pénétrer à Goma, c'est quelque chose de très grave. Mais il ne faut pas se limiter à simplement dire que Goma est tombé, crions, et puis après nous allons continuer comme si de rien n'était. Et c'est vraiment la raison de mon intervention, c'est que pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à ça? Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui à la chute de Goma ou à la chute imminente de Goma, comme on se raconte ici et là? Pourquoi certains nombres de nos soldats n'ont pas voulu véritablement se battre? Parce que c'est une réalité à laquelle peu de gens portent attention. Il y a près d'un an, lors d'une émission avec le compatriote Fabien Koussouadika, j'avais attiré l'attention sur un phénomène que j'avais pu pas observer, mais on m'avait informé de ce phénomène-là il y a plus d'un an par des officiers supérieurs de l'armée congolaise. Et ce phénomène, c'était quoi? C'était la tribalisation de notre armée qui avait fait que certains officiers étaient devenus, ne se sentaient plus à l'aise au sein d'une armée qui était tribalisée et une armée dans laquelle on privilégiait une tribu au détriment des autres. Et c'est une réalité que les gens n'ont pas voulu voir, mais qui peut permettre de comprendre ce qui est en train de se passer à Goma aujourd'hui. Au moment où on se parle, on sait qu'il y a un officier, le général, le gouverneur militaire de la ville de Goma, qui a été tué
On nous a dit que c'était les gens du M23, mais moi, selon des sources rwandaises que j'ai pu interroger, je peux dire ici que eux disent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, que c'est une affaire entre vous. C'est la réponse qu'on m'a donnée. Autrement dit, c'est une affaire entre Congolais. Et certains compatriotes du Kivu ne sont pas contents de tout ça. Et on soupçonne des éléments de la garde républicaine. On nous dit que ce sont les Wazalendo, mais d'autres personnes disent que c'est les gens de la garde républicaine, constitués essentiellement, il faut le dire, des Louba qui auraient abattu le général, que l'on soupçonnait d'être de connivence avec l'ennemi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des éléments? Je ne saurais vous le dire. Ce que je sais, par contre, c'est que le général Shivobwami avait des contacts au sein du M23. L'un de ses contacts était un de ses anciens collaborateurs. Ça, je le sais de source sûre. Est-ce qu'il était en contact avec ces gens-là? Est-ce qu'il a trahi les secrets d'État ou les secrets militaires? Ça, je ne saurais le dire. Mais le simple fait d'avoir des contacts ne signifie pas qu'on est de connivence avec l'ennemi. Ceux qui connaissent bien le domaine des renseignements savent par exemple que il est toujours essentiel d'avoir des sources de l'autre côté de la barrière ou du côté de l'ennemi. Des sources qui peuvent, une source ou des sources qui peuvent servir en cas de confrontation ou quand il y a des enjeux importants. Ça, c'est déjà essentiel de le dire. Maintenant, si nous revenons sur la situation de Goma, qu'est-ce que cette situation nous montre? Cette situation nous montre d'abord deux choses. La première, c'est que l'armée congolaise, aujourd'hui, les FARDC, sont très mal structurés. Deuxièmement, et c'est l'élément le plus important, c'est la déconnexion qui existe aujourd'hui entre le pouvoir politique et les militaires au front. Et quand je parle du pouvoir politique, j'englobe aussi le haut commandement de l'armée qui semble totalement déconnecté de ce qui est en train de se passer au front, surtout quand on sait que nous avons aujourd'hui des officiers supérieurs qui sont en réalité des commerçants. Ce sont des gens, des affairistes, qui n'ont pas véritablement le souci du pays, ou en tout cas qui ont pris l'habitude de ruser avec les principes, ce qui fait que nos militaires sont très mal payés, pendant que les politiciens, eux, sont très bien payés. Et cette déconnexion permet de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Moi, ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens sur place, j'ai échangé avec eux pour essayer de savoir ce qui se passait, comment les gens vivent la situation là-bas. Bien entendu, les avis sont divergents, mais une chose est certaine, et c'est une chose qui revient souvent, c'est que les gens reprochent au régime de Félix Tshisekedi d'être responsable de ce qui se passe aujourd'hui à Goma. Et je crois qu'en tant que Congolais, nous ne devons pas non plus tomber dans le piège d'une fixation sur Goma, dans la mesure où ce piège-là risque de faire en sorte que nous puissions nous désolidariser ou oublier qu'à part Goma, il y a des villes qui sont tombées et qui sont occupées, ça fait près de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Et cette année, c'est la 3e année que les territoires de notre pays et une partie de notre pays est occupée par le Rwanda. Sauf qu'à Kinshasa, les gens se comportent comme si de rien n'était. Jusqu'à cette histoire de Goma, on peut dire que rien dans l'attitude, dans le comportement des gouvernants à Kinshasa montrait qu'il y avait un souci vis-à-vis de ce qui est en train de se passer à l'Est. Et c'est là où maintenant je vais vous faire une analyse claire de ce qui se passe. Pourquoi le Rwanda attaque Goma aujourd'hui? Pourquoi pourquoi Kagame ne l'a pas fait ces 2 dernières années alors qu'ils en avaient les moyens? Pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi au Conseil de sécurité, nous n'avons pas de soutien? Ça, ce sont les éléments les plus importants à comprendre pour comprendre aussi l'articulation de ce qu'on appelle la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe en RDC. Et donc, la première chose qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que Kagame profite de ce que je pourrais appeler l'effet Donald Trump. Lorsque les démocrates étaient au pouvoir sous Joe Biden, on a pu observer dans le comportement des États-Unis une forme de fermeté à l'égard du Rwanda. De temps en temps, les Américains ont eu à critiquer sévèrement le régime de Kigali. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que du côté de Kinshasa, on n'a jamais su capitaliser sur tout ça. On est resté dans une politique étrangère illisible qui, au final, a fait que le Rwanda a pu tirer son épingle du jeu dans cette histoire du M23. Et aujourd'hui, nous allons au Conseil de sécurité en nous disant, en allant accuser le Rwanda, alors que le Conseil de sécurité est en fait le temple, moi j'appelle ça le théâtre des puissants et des petits. C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité, on a l'habitude de discuter. Mais dans un monde qui est fragmenté, il est difficile de s'attendre à des sanctions à l'égard du Rwanda. Il n'y a jamais eu de sanctions à l'égard du Rwanda depuis 1998. Je rappelle ça. Parce que nous, les Congolais, nous avons parfois
la mémoire, excusez-moi de dire ça comme ça, de moineau. Il n'y a jamais eu de sanctions à l'égard du Rwanda, sauf en 2012-2013, lorsque le M23 a attaqué, et lorsque c'était à l'époque d'Obama, il y a eu des sanctions symboliques. Les pays européens ont suspendu, je dis bien suspendu, pas coupé, l'aide au développement destinée au Rwanda. À part ça, il n'y a jamais eu de sanctions. Je rappelle aussi que en 99-2000, lorsque les troupes rwandaises et ougandaises se sont affrontées à Kisangani, faisant 1200 morts en 6 jours de combat, il n'y a eu aucune sanction. Et à l'époque, Human Rights Watch avait dénoncé le comportement du Conseil de sécurité vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda, qui non seulement déstabilisait le Congo, mais se permettait de s'affronter sur le territoire congolais sans être sanctionné. Et à l'époque, il y avait une personne qui s'appelle Claire Short, Claire Short était la secrétaire à la coopération de la Grande-Bretagne, qui avait convoqué Kagame et le président Museveni leur demandant de calmer le jeu et de cesser de se battre en RDC, même si la Grande-Bretagne à l'époque soutenait les velléités rwandaises vis-à-vis de la RDC pour le pillage de ressources naturelles. Ça, c'est clair. Donc, lorsque le gouvernement congolais convoque le Conseil de sécurité pour aller accuser le Rwanda, il fait fausse route. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est celui de l'impuissance du gouvernement congolais, de la RDC, face au petit Rwanda. Or, la guerre, c'est une façon de faire la politique par d'autres moyens, comme l'a dit le stratège militaire Clausewitz. Et donc, les Congolais doivent comprendre ceci, c'est que aujourd'hui, le Congo ne va se faire entendre que, 1, si il renverse les rapports de force sur le terrain militaire, 2, si il a une politique étrangère cohérente. Et c'est là où j'attire encore une fois l'attention des responsables politiques congolais et plus particulièrement de M. Félix Tshisekedi. On ne peut pas s'attendre à des résultats positifs quand on a une diplomatie qui est illisible. C'est impossible. Aujourd'hui, le Congo a une posture qui est difficile à déchiffrer. Pour preuve, alors que le pays est agressé, alors que des territoires sont occupés, vous avez Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, qui dit sur France 24 que le Congo n'exclut pas l'option d'une guerre avec le Rwanda, alors que le pays est déjà confronté à une guerre, à une agression extérieure. Comment comprendre cette position? Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier des positions qui ont été celles de Félix Tshisekedi par le passé, qui s'est rapproché du Rwanda, qui a permis au Rwanda de mener des opérations clandestines sur le territoire congolais, qui a signé des ententes sur le plan économique avec le Rwanda, qui a maintenu les canaux de discussion ou bien notre ambassade ouverte au Rwanda alors que le pays est agressé. Tout ça ne permet pas d'accorder le moindre crédit à la diplomatie congolaise. L'autre chose qui est essentielle à relever aussi, c'est le fait que Félix Tshisekedi tient des propos qui à la fin se révèle beaucoup plus problématique pour le Congo que pour le Rwanda. Aujourd'hui, notre diplomatie n'est pas respectée, la parole de la RDC n'est pas respectée tout simplement parce que les gens ont l'impression que le président de la RDC n'est pas quelqu'un de sérieux. Et le dire ne veut pas dire faire le jeu du Rwanda, ce n'est pas faire le jeu de l'AFC de Corneille Nangaa. D'ailleurs, pour moi, je veux vous dire très sincèrement, Corneille Nangaa est un épiphénomène, c'est un détail de l'histoire. Pour moi, c'est le Rwanda qui existe. Corneille Nangaa n'existe pas. Ceux qui parlent de Corneille Nangaa, qui donnent de l'importance à Corneille Nangaa, moi, me font sourire. Quand vous connaissez les enjeux de la région, vous ne pouvez en aucune façon, en aucune manière, accorder de l'importance à un Corneille Nangaa qui est en réalité, il faut le dire, le sous-traitant du Rwanda. Corneille Nangaa n'a aucun pouvoir, il ne décide pas de ce qui est en train de se passer sur le terrain militaire. Ce qui se passe sur le terrain militaire est décidé au Rwanda par le président Kagame et ses collaborateurs et appliqué sur le terrain par des Rwandais qui ont mis devant M. Corneille Nangaa pour jouer le Congolais de service, comme le Rwanda l'a toujours fait depuis 1996. Je me rappelle de la discussion que j'avais eue avec l'ancien patron des services secrets rwandais qui avait coordonné les deux guerres contre le Congo en 1996 et 1998 et qui me disait que nous, en fait, la première guerre,
Kabila, c'était notre homme, mais dans la Deuxième Guerre, il fallait congoliser l'agression rwandaise. Congoliser veut dire mettre devant des gens des Congolais qui vont faire le travail que le Rwanda attend d'eux. Ça, c'est la réalité. Donc, pour moi, Nanga est un épiphénomène. Je ne suis pas de ceux qui accordent beaucoup d'importance à Nanga. Je regarde beaucoup plus le maître d'œuvre qui est le Rwanda, le président Kagame, qui lui déstabilise le Congo pour des raisons que nous savons. Maintenant, le fait que le Rwanda déstabilise le Congo ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur les responsabilités de la RDC. Et je le dis en tant que Congolais. Je ne peux pas fermer les yeux sur les responsabilités qui sont celles de la RDC et de ses gouvernants dans cette histoire de déstabilisation du M23, du Rwanda par M23 interposé. Je dois rappeler, comment voulez-vous que les militaires se battent au front lorsqu'ils reçoivent 80 $, lorsqu'ils n'ont pas de ration, alors qu'à Kinshasa, les députés gagnent 31 000 $ américains, les seuls, je pense, dans tout le continent africain, et le président voyage, va partout, dépense des millions de dollars dans des affaires qui ne respectent même pas les intérêts du pays. Lorsque les observateurs étrangers regardent le Rwanda, regardent la RDC, il y a une différence. Le Rwanda a un discours cohérent, même si on sait que le président Kagame ment, même si on sait que le président Kagame déstabilise le Congo. Mais le Rwanda, sur le plan diplomatique, a une posture cohérente vis-à-vis d'une RDC qui n'a pas de posture cohérente et dont la politique étrangère n'est pas lisible. C'est ça la réalité des faits. Alors, moi, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais vous êtes prêts à défendre les ennemis de votre pays ». Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas ça imbécile, excusez-moi l'expression, pour réfléchir comme ces Africains, comme ces Congolais qui refusent d'analyser les causes profondes des problèmes et s'attarder sur les conséquences en pensant régler les problèmes en analysant les conséquences. Non. Pour guérir une maladie, il faut en connaître la cause. Pour résoudre un problème, il faut analyser les causes profondes de ce problème-là. Et là, aujourd'hui, nous avons des gars qui sont revenus à l'avant-scène, entre autres à cause de M. Félix Tshisekedi, il faut le dire. Maintenant, une fois que cela a été fait, on l'a tous constaté, nous savons tous que le M23 est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose que Félix Tshisekedi aurait dû faire dans cette affaire, c'était de modifier son narratif. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Vous ne pouvez pas utiliser le narratif de votre ennemi pour le combattre avec ça, alors qu'il l'utilise justement pour vous neutraliser, pour vous fragiliser. Or, nous reprenons les discours du Rwanda, nous allons négocier sur la scène internationale avec le discours de Rwanda et nous sommes surpris que personne ne défende la RDC. Lorsque le président Ruto du Kenya dit « Nous avons demandé au président Tshisekedi si les gens du M23 sont des Congolais ou des Rwandais », il nous a répondu que ces gens sont des Congolais. Et le président Ruto de conclure « Où est le problème du Rwanda là-dedans ?» Il y a un minimum d'hypocrisie dans cette affaire-là. Il y a un minimum d'hypocrisie, c'est vrai. Mais il y a aussi une certaine cohérence là-dedans. Il y a une cohérence dans cette histoire-là, qui est que vous ne pouvez pas dire d'une part que ces gens sont des Congolais, et d'autre part dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Non, le Rwanda, si ce sont des Congolais, alors le Rwanda apparaît comme le soutien, et non l'agresseur. Or, le Rwanda est l'agresseur. Et depuis le début de cette histoire, et là je suis totalement d'accord avec Félix Tshisekedi quand il dit que ce sont les Rwandais qui nous agressent. Mais dans ce cas-là, il faut changer de narratif. Dans ce cas-là, il faut changer d'approche. Si le Rwanda nous agresse, le Congo est dans l'obligation de se défendre selon la Charte des Nations Unies et d'entrer en guerre contre le Rwanda. Or, nous apprenons de la bouche du ministre de la Communication que le Congo n'est pas encore en guerre. Le Congo n'est pas encore en guerre, normalement, si l'on se fie à ce qui se dit. Donc, d'une certaine manière, on peut comprendre le désarroi de certains de nos compatriotes qui sont à l'Est et qui sont fatigués par tout ça. Et l'autre problème, on nous dit aujourd'hui que nous devons nous mobiliser derrière M. Félix Tshisekedi et derrière le gouvernement. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que M. Félix Tshisekedi crée les conditions d'une mobilisation populaire derrière lui? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et la réponse est non. Parce qu'on a aujourd'hui un pouvoir qui marginalise de plus en plus. Nous avons beaucoup d'opposants. Nous avons des gens qui sont en prison. Nous avons un pouvoir qui, alors que le pays est occupé en partie, veut changer la constitution. Ce qui excite beaucoup de Congolais. Dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas avoir des gens qui se mobilisent autour de vous. De mon point de vue, que doit faire Félix Tshisekedi? La première chose que Félix Tshisekedi doit faire, au-delà de ce que j'ai dit, c'est
de remettre en question de remettre en question le postulat qu'il a toujours mis de l'avant dans le traitement diplomatique de l'affaire du M23, premièrement. La deuxième chose qu'il doit faire, il faut une décrispation politique. Il n'a pas le choix au regard de la situation que traverse le pays. La troisième chose, nous devons non seulement rompre totalement les relations diplomatiques, je dis bien totalement avec le Rwanda, il faut lui déclarer ouvertement la guerre. En lieu et place de pleurnicher. Le Congo, c'est quand même 2 345 000 km². Le Rwanda, ce n'est même pas le Nord Kivu. L'armée congolaise, c'est 150 000 hommes. L'armée rwandaise, c'est près de 35 à 40 000 hommes. Donc, on ne comprend pas la pleurniche des autorités congolaises. Et là, je crois qu'aujourd'hui, si Félix Tshisekedi veut véritablement mobiliser, il doit commencer par réparer ce qu'il a fait au niveau intérieur. Parce qu'aujourd'hui, la cohésion sociale n'existe plus. Les seuls aujourd'hui qui défendent M. Félix Tshisekedi sur la scène intérieure, ce sont ses frères des tribus et certaines personnes qui profitent aujourd'hui, qui se retrouvent à la mangeoire. Ça, c'est une réalité. Vous figurez-vous que je parlais à un officier. Il me dit hier, il me dit, mon frère, je ne peux pas laisser mes jeunes aller mourir là-bas pour ces gens de Kinshasa. C'est un officier qui est au front. Vous vous rendez compte quand vous entendez ça de la bouche d'un officier censé défendre la patrie. Vous parlez aux gens de la société civile qui vous disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Les gens soutiennent les FARDC. Les FARDC sont soutenus. Nous soutenons tous les FARDC. Mais les gens ne soutiennent pas le régime de Félix Tshisekedi. Or, une maison qui est divisée ne peut pas gagner la guerre. Et donc, de mon point de vue, il est temps pour Félix Tshisekedi de peut-être faire une introspection. Moi, depuis qu'il est au pouvoir, M. Félix Tshisekedi ne s'est jamais remis en question. Il n'a jamais tort, c'est toujours les autres qui sont le problème. C'est pas normal pour un chef, c'est pas normal pour un président. Il doit reconnaître ses fautes. Quand ça ne va pas, tu reconnais que ça ne va pas. C'est ça qu'on appelle un chef. Tu dis, ici, ça ne va pas, même si tu n'es pas directement responsable de ce qui a été posé. Étant le chef, étant le garant des institutions, tu prends la responsabilité de ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on inspire confiance. Mais si on est dans le déni, si on est dans une vision court-termiste de la politique, on dit, on rassemble les gens autour d'une cause, et puis après, c'est pour les utiliser pour d'autres. Ça ne marchera pas. Et les Congolais ne sont pas dupes. Je dois dire une chose aujourd'hui qui m'a beaucoup frappé quand j'analyse la situation. J'observe ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est la première fois que je puisse voir, depuis les guerres successives auxquelles le pays est confronté, c'est la première fois, que je vois les Congolais, en tout cas un grand nombre de Congolais, ne pas se ranger derrière le président en temps de guerre, en temps d'agression rwandaise. Je n'ai jamais vu ça. Les gens soutiennent les forces armées, mais ne soutiennent pas le gouvernement, le pouvoir en place. Or, même Mobutu, qui était rejeté à la fin de son régime, a été soutenu par le peuple lorsque la guerre de l'AFDL a commencé. Lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, les gens l'ont acclamé, mais quand ils ont vu les Rwandais, ils se sont dressés contre lui. Mais quand il a chassé les Rwandais, que la deuxième guerre a commencé le 2 août 1998, les gens se sont rangés derrière lui. Et je rappelle que les Congolais se sont battus à main nue à Kinshasa contre les troupes d'invasion rwandaises. On les a pris à main nue à Kinshasa. Avec Joseph Kabila, qui passait pour être, je ne sais pas, que beaucoup de Congolais n'ont pas adopté dans leur cœur parce qu'il passait pour être un étranger, pour beaucoup. Quand la guerre du CNDP et même du M23 a commencé, les gens se sont rangés derrière lui, même si on ne l'aimait pas, même si on ne le soutenait pas, mais il y avait une certaine cohérence dans ce qui se passait. Il y avait une cohérence, il y avait une sorte de symbiose entre la population, les forces armées et les gouvernants. Mais là, on voit une véritable cassure. Pour la première fois, même, je veux dire une chose, même à l'époque de Kabila, il y avait parfois des gens qui dénonçaient Kabila, qui l'accusaient, qui le soupçonnaient d'être de connivence avec le Rwanda à juste titre. Mais les gens n'avaient pas affiché l'hostilité et la méfiance qu'ils affichent aujourd'hui à l'égard du régime de Félix Tshisekedi. Et si le pouvoir a des gens sérieux qui réfléchissent froidement, sans parti pris, ils doivent tirer les enseignements de tout ce qu'on observe aujourd'hui. Et de mon point de vue,
ça veut dire que ce régime est vraiment rejeté par la population. Mais vraiment rejeté. Regardez les vidéos de nos frères qui sont au front, qui se plaignent, qui critiquent le gouvernement, qui critiquent le pouvoir en place. On n'a jamais vu un pouvoir être rejeté de la sorte par sa propre population alors que le pays court un grand danger, alors que le pays est agressé par les forces extérieures. On n'a jamais vu ça. Et donc, il faut que les gens du pouvoir puissent tirer les leçons qui s'imposent. L'arrogance ne paye pas. Je veux répondre, je veux envoyer un message à nos frères Louba à la fin. L'arrogance ne paye pas. Aujourd'hui, les Congolais observent. Moi, je suis surpris. Il y a des gens qui soutiennent ouvertement Corneille Nangaa. Nous le voyons. Et le rôle, notre rôle à nous, nous qui sommes intellectuels ou nous qui essayons de réfléchir à froid, il ne s'agit pas de critiquer les gens qui critiquent Corneille Nangaa. Nous devons chercher à comprendre pourquoi ces gens, se joignent à Corneille Nangaa. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent Nangaa pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on ne veut pas de Félix Tshisekedi. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ont soutenu le deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila parce qu'ils avaient rejeté Joseph Kabila. Nous devons aussi introduire la sociologie dans l'analyse des enjeux politiques et géopolitiques. Si on ne le fait pas, on ne comprendra pas certains phénomènes sociaux auxquels le Congo est aujourd'hui confronté. Et donc, pour arranger les choses, il faut que Félix Tshisekedi descende de son trône et qu'il comprenne qu'il n'est pas le chef d'un clan, d'une tribu, que son pouvoir n'est pas le pouvoir des Balouba, mais le pouvoir de tout, le pouvoir des Congolais. Il doit se mettre à la place d'un chef d'État qui défend les intérêts supérieurs de son pays, de son peuple, de sa patrie, et non quelqu'un qui manœuvre de manière politique pour atteindre des objectifs particuliers. Parce qu'aujourd'hui, personne ne comprend que nous soyons en guerre et que le président, les membres de son parti, les membres de sa tribu, les membres de sa famille politique discutent du changement de la Constitution, sachant très bien que ce changement de la Constitution peut précipiter la balkanisation du pays parce que nous ne contrôlons pas, le pouvoir central ne contrôle pas tout le pays. Déjà aux élections, certains de nos compatriotes de l'Est n'ont pas voté. Et maintenant, le Rwanda étant ses tentacules à l'Est, nous voulons faire un débat stupide sur le changement de la Constitution, un débat qui n'est pas approprié et qui ne va faire que provoquer des tensions et qui peut précipiter la balkanisation du pays. Et je vais vous faire une petite révélation. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que je suis en discussion sur cette affaire-là. Actuellement, le Rwanda aimerait et souhaiterait de tous ses voeux que la discussion sur le changement de la Constitution aille à terme. Le but du Rwanda est de profiter d'une situation particulière à l'est du pays, d'une situation politique dans le pays, pour provoquer le démembrement en douce de la partie Est. Parce que c'est le Rwanda qui contrôle aujourd'hui une partie du Nord Kivu, qu'on le veuille ou pas. Et donc, si Félix Tshisekedi poursuit sur sa lancée de vouloir modifier la Constitution ou changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, nous aurons non seulement une crise de légitimité sur le plan intérieur, une grave crise politique, mais nous aurons aussi une déstabilisation généralisée parce qu'une fois que la machine est enclenchée, et il faut bien retenir ça, certains pays voisins pourraient s'aventurer aussi à vouloir s'approprier, s'accaparer certaines parties du pays qui sont limitrophes à eux. Et je pense tout particulièrement à un pays qui s'appelle l'Ouganda, qui soutient Ababrou le M23 et qui, ironie de l'histoire, se révèle être l'allié de la RDC, dans la traque des soi-disant ADF, qui sont des Ougandais, qui ne sont pas des Congolais. Et donc, nous sommes face à une situation aujourd'hui, la réalité du terrain nous emmène à avoir une certaine distance par rapport aux événements. Oui, Goma, la situation à Goma est critique, mais il ne faut pas se contenter de Goma pour analyser. Il faut se contenter, il faut analyser de manière globale la situation et en tirer les leçons qui s'imposent. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis surpris, les gens disent Goma, Goma, Goma. Et Bunagana, ça fait près de 3 ans maintenant que Bunagana est occupé. Ça fait toutes ces parties de l'Est aujourd'hui qui sont occupées et qui sont administrées déjà. Ça ne choque personne. C'est là où je dis que nous, les Congolais, nous sommes parfois amnésiques, nous avons un cerveau de moineau. Je comprends que l'on s'agite autour de Goma, que les gens fassent des discours, mais il y a une partie du territoire national qui est occupée, ça fait près de 3 ans. On a une balkanisation de fait qui est en train de se passer, qui se déroule au vu au sud de tout le monde.
Et vous allez voir, Goma risque de tomber. Si Goma tombe aujourd'hui définitivement, nous allons passer à autre chose. Et on va attendre que notre ville tombe, et là on va commencer à crier. Alors que de mon point de vue, nous sommes censés être énervés en permanence, compte tenu du fait qu'une partie de notre territoire est occupée, ça fait maintenant 3 ans. Ça, c'est la cohérence. C'est là où je dis que nous, si Congolais, nous ne sommes pas sérieux. Tout ça distrait. Nous aimons beaucoup des trucs superficiels, des trucs, des audios, des conneries comme ça, on s'agite. Mais là, vu que les gars sont arrivés à Goma, tout le monde est agité, tout le monde est excité, mais nous ne devons pas être excités parce qu'ils sont à Goma. Nous devons être excités, en alerte parce qu'ils sont sur le territoire congolais, ça fait près de 3 ans. Tout le monde va se prétendre prophète aujourd'hui. Mais la réalité est que la ville, la RDC est déstabilisée depuis près de 3 ans et une partie du territoire national est occupée. Parce que Goma, qu'on ne le veuille ou pas, ils peuvent rentrer à Goma. Le problème, c'est qu'ils ne pourront pas contrôler une ville comme Goma, à moins qu'ils massent davantage de troupes. Et de mon point de vue, la stratégie de Kigali est simple. Étendre son emprise sur l'Est congolais dans l'éventualité d'imposer ses vues dans les négociations politiques à venir. Et je vous dis, la guerre, c'est une autre façon de faire de la politique. Tous les grands stratèges vous le diront. Donc là, on a un vrai problème qui est que, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de sérieux au niveau du Congo, au niveau des gouvernants, il n'y aura pas de lisibilité dans la politique étrangère de la RDC, nous serons là à tourner en rond. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons dit, nous l'avons expliqué dans les livres. Parfois, on nous a insultés. Regardez, j'ai le livre ici, Stratégie du chaos. Regardez ce chapitre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un peu beaucoup de lumière. Ça s'appelle La rébellion du 1-23, la 4e guerre pour parachever le processus de balkanisation de la RDC. C'est ça. Tous ceux qui ont Stratégie du chaos à la page 387 le savent. Le livre est là. Donc tout a été dit, nous avons tout expliqué. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème, c'est que les gens n'écoutent pas. Le problème est que les gens sont distraits. Nos cerveaux sont connectés à la connerie. Aujourd'hui, Goma, tout le monde s'agite. Vous allez voir, on a fait la même chose avec Béni il y a quelques années. À l'époque de Kabila, on a fait la même chose avec Béni. Oui, c'est vrai, ma soeur, la frustration est grande, à juste titre. Mais cette frustration doit être canalisée intelligemment. Ce qui nous manque aussi là, c'est mettre l'intelligence au service de la bonne cause. Pas simplement les émotions. Mais je le dis, le grand problème qu'on a aujourd'hui, je vais vous surprendre, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda est dans son rôle. Je l'ai toujours dit. Vous ne pouvez pas reprocher à un voleur de vous voler. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui vit de votre souffrance de vous faire souffrir. Par contre, vous pouvez vous reprocher, vous, de ne pas prendre des dispositions qui s'imposent pour renverser les rapports de force. Si vous ne prenez pas des dispositions pour mettre fin à ce que fait cette personne-là, à cette personne qui vous vole ou qui vous fait souffrir, alors, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous ne pouvez pas reprocher au Rwanda de déstabiliser la RDC puisque Kagame n'est là que pour ça. Et nous l'avons expliqué dans les livres. Mon dernier livre qui est sorti, Rwanda malheur aux vaincus. Je reviens sur cette guerre-là. J'explique le rôle des uns et des autres. Et permettez-moi, chers amis, de parler du rôle de la communauté internationale. Parce que tout le monde ici parle de la communauté internationale. Le Rwanda n'est pas seul. Non, les amis. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Dans cette histoire du M23, je le dis et je le répète, c'est le Rwanda contre la RDC. C'est une affaire de Kagame et Félix Tshisekedi. Cette histoire-là n'est plus une affaire d'État. C'est une affaire entre deux hommes aux égos surdimensionnés. Il y a un qui est cohérent dans sa politique macabre, il y a l'autre qui est incohérent dans sa façon de traiter la question. Donc l'un, c'est Kagame qui est cohérent dans ce qu'il fait, même dans le mal, l'autre n'est pas du tout cohérent. Félix n'est pas cohérent. Et nous devons être conscients de cela. Et si nous le disons, j'insiste, ce n'est pas parce que nous détestons Félix. Moi, j'aimerais que nous gagnions cette guerre. S'il faut soutenir Félix Tshisekedi, soutenir les forces armées, moi, Patrick Mbeko, je le ferai. Mais par contre, j'ai un problème. Comment pourrais-je soutenir quelqu'un qui travaille contre les intérêts de mon pays quand il est question de politique intérieure?
On nous dit, oui, le pays est agressé, nous devons nous liguer derrière le chef. Il n'y a pas de problème. Le problème est qu'est-ce que le chef crée les conditions pour qu'on le soutienne? Est-ce que Félix Tshisekedi crée les conditions pour qu'on le soutienne? C'est ça la question que nous devons nous poser, sincèrement. Et accuser les autres ne sert à rien. Aujourd'hui, moi, en tant que Congolais d'origine, je le dis, le problème n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est le Congo. Ce n'est pas le Rwanda qui est fort, c'est le Congo qui est faible. Je répète bien, ce n'est pas le Rwanda qui est fort, c'est le Congo qui est faible. Et le dire, ce n'est pas faire le jeu des agresseurs. Le dire, c'est faire preuve de rationalité et d'intelligence devant des faits palpables. Il ne faut pas mêler les sentiments à l'analyse géopolitique et stratégique des enjeux aussi importants. Tout le monde peut venir parler de ça, mais tout le monde n'a pas les capacités, les aptitudes pour les comprendre. Et je le dis sans aucune prétention. Parce qu'aujourd'hui, quand on analyse à froid les choses qui se passent, on nous dit, ah ben, vous faites le jeu de Corneille Nangaa. Moi, je veux soutenir Corneille Nangaa qui est soutenu par le Rwanda. Avec tous les livres que j'ai écrits, moi, je veux soutenir des gens qui sont soutenus par le Rwanda. Jamais. Ce serait renier ce que j'ai moi-même fait. Et la réalité est que le problème est de notre côté. Il n'y a pas de cohésion nationale. Le pouvoir, le régime de Félix Tshisekedi a fait voler en éclats la cohésion nationale. Nos forces armées ne sont pas convenablement soutenues. Ils ne sont pas bien payés. Comment voulez-vous que quelqu'un qui gagne 80 $ aille sacrifier sa vie pour des gens qui gagnent 31 000 $ et qui se foutent carrément du peuple congolais et du pays tout entier? Des gens qui ne pensent qu'à leur propre ventre. Comment voulez-vous que les choses changent? Excusez-moi, je veux répondre à une question, je veux juste clôturer à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Tant qu'il n'y aura pas de décrispation politique, tant que Félix Tshisekedi ne changera pas son approche de la question sur le plan diplomatique, tant qu'on ne va pas renverser le rapport de force sur le plan militaire, nous allons continuer à pleurer, nous allons être frustrés, nous allons crier et la situation ne changera pas. Ce qui est important pour nous, c'est de prendre notre propre responsabilité. Nous ne devons pas nous déresponsabiliser en accusant constamment la communauté internationale. Et je l'ai dit ici, dans l'histoire de Rwanda, RDC, un par un ventre interposé, c'est d'abord une affaire d'ego entre deux chefs d'État. D'un côté, Félix Tshisekedi, de l'autre, Paul Kagame. Et je mets au défi quiconque de me démontrer comment la soi-disant communauté internationale soutient le Rwanda. Et celui qui vous dit a écrit des livres, Stratégie du chaos, c'est tout ce qu'on explique. Le rôle des Occidentaux, on l'explique là-dedans parce que les gens au cerveau réduit vont vous dire oui, ils défendent le Rwanda. Non, ici on explique tout. Regardez ici derrière, vous ne le voyez pas, mais ce sont les visages des dirigeants occidentaux derrière la fumée. Donc on a tout expliqué. Mais je dis, dans cette affaire, les Occidentaux se positionnent aussi en fonction de la posture qui est la nôtre, Congolais. Si les Congolais ne sont pas cohérents dans ce qu'ils font, ils ne doivent pas s'attendre au soutien des pays africains ou même de certains pays occidentaux. Le seul moment où Félix Tshisekedi aurait pu profiter de cette situation, c'est quand les démocrates étaient au pouvoir, tout simplement parce que il y avait une sorte de froid entre les démocrates et le gouvernement de Kigali. Cela ne veut pas dire que les Américains n'ont pas soutenu le Rwanda, parce qu'il faut comprendre la politique américaine de manière, elle est très complexe parfois, la politique étrangère des États-Unis. On avait le département d'État qui critiquait le Rwanda et d'autre part, on avait le département de la défense qui entretient de relations étroites avec le Rwanda, ce qui fait que la position américaine était assez ambiguë. Mais même dans ça, Félix Tshisekedi, le régime de Félix Tshisekedi n'a jamais réussi à tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui que Trump est au pouvoir, je pense Kagame a décidé d'aller de l'avant parce que Trump, lui, se détourne complètement de l'Afrique. Trump, son objectif à court terme, c'est l'Ukraine. À moyen et long terme, c'est la Chine. L'Afrique, on verra ça après. À moins qu'il y ait des implications des autres puissances rivales en Afrique qui soient très importantes, les États-Unis vont réagir. Donc, ils vont réagir. Les États-Unis de Trump vont réagir en fonction de l'implication des autres grandes puissances. Mais sans ça, l'Afrique va être délaissée et ce qui va donner les coups des franches à Kagame pour continuer de déstabiliser le Congo et par ricochet le régime de Félix Tshisekedi. Donc, c'est ce que j'allais partager avec vous. Je vais faire une vidéo très pédagogique pour expliquer les origines de la guerre et son évolution que je veux poster plus tard. Donc, s'il y a des questions, je peux bien répondre à ces questions-là. Et ceux qui sont censés proposer prendre des décisions, qu'est-ce qu'ils font? Chilombe, Sakharov, boire grassement. Oui, mais c'est ce que je dis. Le problème qui se pose aujourd'hui,
au niveau de la RDC et celui de la cohérence entre... il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de... comment pourrais-je appeler ça? Il n'y a pas d'adéquation entre la réalité du terrain et le comportement des hommes politiques. Il n'y a aucune adéquation. C'est-à-dire qu'on voit un pays qui est déstabilisé, qui est occupé, et d'autre part, on voit un gouvernement qui vit comme si de rien n'était. Jusqu'à cette histoire de Goma, on a tous vu que les gens vivaient bien, les gens fêtaient comme si de rien n'était. Personne n'était dans une posture qui pourrait laisser penser que le pays est en guerre. Quand vous regardez les gens de Kinshasa, vous avez de la difficulté à croire que le Congo est en guerre. Soyons honnêtes. Maintenant, il y a un détail que je veux quand même avancer. Si je dois faire des propositions à Félix Tshisekedi, ce sera celle-ci. Je pense qu'il faut d'abord mettre en place un véritable gouvernement de guerre. Souvenez-vous de l'attaque du 7 octobre. Lorsque Israël a été attaqué par le Hamas, Benjamin Netanyahu était dans une très très mauvaise posture. Et vraiment, j'aimerais que Félix Tshisekedi et ses soutiens, ses ministres entendent ce que je suis en train de dire. Qu'ils entendent très bien ce que je suis en train de dire. Le 7 octobre, Israël a été attaqué. Ses ministres, le premier ministre Benjamin Netanyahu était dans une très mauvaise posture. Une très mauvaise posture. Il y avait des questions de justice. Il est ciblé par la justice de son pays. Et il était rejeté par une partie des Israéliens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition politique s'est rangée derrière le Premier ministre pour faire la guerre. Ils ont mis en place ce qu'on appelle un gouvernement de guerre dans lequel on retrouvait des ennemis jurés sur le plan politique. Mais ça n'arrive que quand il y a un degré de conscience politique élevé dans un pays. Ça arrive aussi quand les dirigeants, les responsables politiques savent faire ont le sens de l'histoire. Ce qui n'est pas le cas de Gino. Et ça arrive aussi quand il y a quelqu'un qui est capable de travailler à la cohésion nationale. Et c'est sur ce point que je veux vraiment interpeller Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, que le pays va mal, que Goma est menacé ou déjà tombé, je pense qu'il lui appartient à lui en tant que garant des institutions de mettre de côté cette arrogance que les Balouba ont inutilement, de privilégier la cohésion nationale, et cela passe par la décrispation politique. Ça passe par la libération des opposants politiques. Ça passe par la libération des membres de la société civile. Ça passe par un discours fort à la nation pour faire comprendre à la population congolaise que le président est conscient des enjeux et tient, non pas par le discours seulement, mais aussi par sa posture et ses actes, à rectifier ce qui doit être rectifié et comment dirais-je, à rectifier ce qui doit être rectifié et à améliorer ce qui doit être amélioré. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de guerre formé aussi bien par les gens de pouvoir que par les gens de la position de la société civile, une fois qu'on fait comprendre aux militaires que le gouvernement est attentif à leurs besoins, cela veut dire que vous, les politiciens, vous coupez dans les dépenses des institutions, présidence, parlement, et vous réaffectez les fonds à l'armée. Si les militaires voient ça, si la population voit ça, nombreux seront ceux qui vont se ranger derrière les institutions et le président de la République. Mais si on ne fait pas ça, si on pense que parce que ce sont les Rwandais qui sont en face, que Félix Tshisekedi aura le soutien ou l'assentiment des Congolais, je pense qu'on se trompe parce que le mal qui a été fait est tellement profond que les Congolais sont prêts aujourd'hui, non pas à accepter les Rwandais, mais à observer ce qui se passe en se disant que c'est une affaire entre Kagame, entre Rwandais et entre Kagame et Félix Tshisekedi, ça ne les concerne pas. Et c'est ça tout le danger. C'est ça tout le danger. Et un conseil que je veux donner pour finir, et je veux prendre les questions, à nos frères Luba. Je m'adresse à vous, mes frères Luba, mes compatriotes Luba. Vous avez fait passer le pouvoir de Félix Tshisekedi, vous avez dit c'est votre pouvoir. Vous avez fait comprendre à la majorité des Congolais que c'est le chapitre Tshisekedi, c'est votre chapitre. Vous devez aujourd'hui vous poser des questions sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous devez vous remettre en question. Vous avez introduit le venin de la division au sein de la population congolaise. Les Katangais étaient au pouvoir. Ils n'avaient pas la grande gueule comme vous. Regardez Sika Bozo Mema Félix Tshisekedi.
Regardez ce qu'a Bozoum et Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut se ranger derrière le pays, derrière les institutions, la plupart du temps, ce sont nos compatriotes du Kassai, ce sont nos compatriotes Louba. Et je le dis, moi, qui ai beaucoup d'amis, beaucoup de frères Louba. Certains d'entre eux, quand on discute, ils me disent, Patrick, on ne peut même pas en parler ouvertement parce que dans la famille, les gens ne vont pas apprécier. Non seulement Félix Tshisekedi, mais vous aussi, vous avez introduit le venin de la division au sein de la population congolaise. Vous avez détruit la cohésion nationale et vous voulez que les gens soutiennent votre frère de tribu pour qu'après, vous retournez contre eux pour les écraser comme vous dites. Ça ne marchera pas. Changez. Considérez-vous comme Congolais avant d'être Moulouba. Moi je suis Congolais. Avant d'être, je ne sais de quelle région, je n'aime d'ailleurs pas parler de ma région parce que ce n'est pas important, je suis Congolais. Mais vous vous considérez comme Moulouba, Louba avant d'être Congolais. Et voici les conséquences. Vous savez, personne n'est impressionné par l'arrogance de l'imbécile. Personne. Vous faites montre d'une arrogance aujourd'hui qui coûte cher à tout le monde, à vous-même, à nous et à toute la République. Changez. Encouragez votre frère à changer. Parce que le pays court un très grave danger. Si l'on continue comme ça, pardon, le pays va voler en éclats. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Si on continue comme ça, le pays va éclater. Et vous, nos compatriotes Louba, la majorité vous tiendra responsable de tout ce qui se passe. Ce sera malheureux parce que la plupart de Balouba ne se retrouvent pas du tout. Ils sont comme les autres Congolais. Ils crèvent de faim, ils crèvent la dalle, ils souffrent comme les autres Congolais. Alors pourquoi défendre l'indéfendable? Et moi qui vous le dis, ce n'est pas parce que je vous déteste. Je vous aime en tant que compatriote, mais nous devons nous dire la vérité. Ce qui tue notre pays, c'est l'absence de vérité. Nous ne disons pas la vérité. Non. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire parce que je vous considère comme mes frères et sœurs. Ceux qui ont peur de vous dire, c'est leur problème. Moi, non. Ozam Louba, interroge-toi sur le soutien que tu apportes à un régime qui a divisé les Congolais et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le pays se retrouve dans une situation de chaos généralisé, pratiquement généralisé. Nous voulons tous, moi j'ai toujours dit, tout Congolais conscient doit vouloir que Félix Tshisekedi réussisse. Pourquoi? Parce qu'il a en main la vie, l'avenir des 100 millions de Congolais. En tant que Congolais, nous devons vouloir que Félix Tshisekedi réussisse. Je le dis ici. Moi, je le critique, mais j'aimerais qu'il réussisse. Parce que s'il ne réussit pas, ce sont les nôtres au pays qui vont souffrir. Nous, nous sommes dans la diaspora, nous sommes assis ici, nous savons bien. Les conditions sont meilleures. Mais ceux qui sont là-bas souffrent. Donc, nous n'avons pas intérêt à ce qu'il échoue. Mais la direction qu'il a prise emmène droit à l'échec. Et le soutien que vous lui avez apporté n'a fait que renforcer, aujourd'hui, au moment où on se parle, la colère et la haine d'un certain nombre de Congolais à l'égard de votre comportement. Et donc, nous devons avoir le courage de nous regarder en face. Et je me le dis, je vous le dis, vous, mes compatriotes du Kassai, et tout particulièrement les Louba. Parce que je sais que vous allez couper ce que j'ai dit ici. Certains vont aller dire, comme on l'ont fait il y a quelques années, Mbeko appelle au génocide des Balouba. C'est tout ça qu'on ne veut pas. C'est ce comportement, ces Zubwenge-là que vous prenez des Tutsis du Rwanda venus de l'Ouganda. C'est ça que Toboï na Congo. Changez. Et ce n'est pas tous les Balouba. Je parle à la plupart des Balouba qui soutiennent le régime. Et qui, contre toutes les règles de la raison, sont prêts à soutenir leurs frères de tribu. Non. Ou vous vous considérez comme Congolais avant d'être Louba, ou vous vous considérez Louba avant d'être Congolais, mais dans ce cas, vous devez tirer les conséquences qui s'imposent. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions maintenant. Ah oui, Immaculé, personne n'est impressionné par l'arrogance d'un idiot. Ça n'impressionne pas, ça fait sourire. Donc, je vais prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre avant de couper. Mais comme je l'ai dit, je vais revenir avec... je vais faire une vidéo très explicative là, pour expliquer les enjeux auxquels le pays est confronté plus en détail. Bravo. Le soutien... Oh, il y a des gens qui repostent les mêmes trucs plusieurs fois. Le soutien apporté
par l'Union européenne au Rwanda. C'est vrai, c'était pour sécuriser les intérêts de Total à Cabo Delgado et pour combattre les groupes intégristes qui pullulent au Mozambique. Mais c'est un soutien dont le Rwanda se sert pour déstabiliser le Congo. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais le problème encore là, comme je l'ai dit, c'est du côté congolais. Qu'est-ce que le Congo oppose aujourd'hui aux velléités rwandaises sur la scène mondiale? Pas grand-chose, à part les plaintes. Alors moi, je vois des gens qui disent oui, mais Félix nomme le Rwanda. C'est un argument d'une stupidité effarante. Le Rwanda est cité dans les rapports des Nations Unies depuis 2001. Donc ce que Félix dit n'est pas une nouveauté. C'est cité. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Quand on cite le Rwanda, quand le Rwandais critique, que faisons-nous de ça? Pas grand-chose. Pourquoi ne faites pas le fédéralisme à plusieurs États fédérés avec un Congo? On peut faire le fédéralisme. Le problème aujourd'hui est que ce que je pourrais appeler la conjoncture sociologique du pays aujourd'hui, la situation du pays aujourd'hui ne le permet pas. Parce que si on le fait, tout ce que ça pourrait faire, c'est précipiter en fait le démembrement du pays. Parce qu'il y a aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, une terrible division au sein de la population congolaise. On le voit déjà. Il y a un repli identitaire de plus en plus important. Il faut commencer par faire le travail qui a été fait par le maréchal Mobutu au lendemain de sa prise de pouvoir, qui a été de ressouder les différents peuples, les différentes populations, et à partir de ce moment-là, si vous créez un fédéralisme, ça pourra marcher pour tout le monde. Mais tant qu'on aura cette division qu'on observe aujourd'hui, toute forme de fédéralisme pourrait profiter aux ennemis du Congo et précipiter le pays dans une forme de déstabilisation, même de balkanisation. Sous le pouvoir, Kinshasa persiste à ne pas prendre le problème à bras le corps. Un coup d'état de l'armée congolaise est-il possible de voir probable? Moi, je pense, c'est une très bonne question, Raphaël. Moi, je crois aujourd'hui que il y a de fortes, la probabilité qu'on assiste à ce genre d'événement est très élevée aujourd'hui. Si je me fie à ce que j'entends, tant au niveau de l'armée que même au niveau des renseignements militaires et tout ça, on sent quand même une forme de lassitude qui pourrait emmener certaines personnes à peut-être privilégier cette voie-là. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Et je crois que si Goma venait à tomber définitivement, que d'autres villes venaient à tomber au niveau du Kivu, je pense que ça pourrait pousser certaines personnes à vouloir modifier le rapport de force en neutralisant d'abord le pouvoir de Kinshasa. Et tout particulièrement M. Félix Tshisekedi. Félix ne soutient pas l'effort, un député touche 30 000 par mois. Et Félix ajoute des jeeps alors qu'un militaire toucherait à peine 50 $. Justement, c'est ça le problème de cohérence. Vous demandez aux militaires congolais qui sont payés 50-80 $ de croiser le fer avec des militaires rwandais qui sont bien payés et qui sont bien traités par leur gouvernement. Le Rwanda est un État policier, c'est un État militaire, très militarisé. Et donc, Kagame investit beaucoup dans ses forces de sécurité et on le voit sur le terrain militaire. Cela ne veut pas dire que les troupes congolaises ne sont pas efficaces, pas du tout. J'ai toujours dit, ce n'est pas le Rwanda qui est fort, c'est le Congo qui est faible. Entre autres, à cause des politiques mises en place par les autorités, des politiques qui rencontrent d'abord les intérêts de ces politiques-là et non des forces de sécurité, y compris les militaires. J'ai lu dans les colonnes du Monde que 2000 à 3000 soldats rwandais sont en compagnie de la rébellion du 1-23. Oui, il y a plus de 3000. Je sais de sources sûres qu'il y a aujourd'hui près de 5000 soldats rwandais déployés aux côtés du 1-23, qui est lui-même composé des Tutsis qui, dont certains ont fait le coup de feu au Rwanda. Il faut quand même le garder cela à l'esprit. Et je veux aussi relever un élément important qu'il faut vraiment ne pas perdre de vue. Si Goma tombe, définitivement, je dis, il ne serait pas surprenant de voir des nouveaux Congolais, entre guillemets, apparaître dans le décor. Et je parle ici de ces Rwandais Tutsis qui sont Rwandais que Kagame aimerait déverser au Congo en les faisant passer pour des réfugiés congolais réfugiés au Rwanda. Pour des Congolais réfugiés au Rwanda. C'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle cette histoire revêt une importance capitale. Et je tiens à rappeler que Goma n'est pas la seule ville à tomber dans les mains de ces gens-là, de ces voyous. D'autres villes sont tombées et nous avons fait comme si de rien n'était après avoir poussé quelques cris d'orfraie. Donc, nous devons garder à l'esprit qu'une bonne partie du territoire, au-delà de Goma,
est déjà occupée et il faut se battre pour que toutes ces régions-là soient récupérées. Un monsieur qui a falsifié ses diplômes, bon, ça c'est une autre chose. Bonjour Patrick, aujourd'hui vous avez dit que cette affaire est juste une affaire d'ego entre Félix et Kagame, donc vous ne pensez pas que Félix soit complice avec Kagame pour la balkanisation déguisée? Non, pas du tout, Prince Makambo. J'entends beaucoup, hein, je l'entends beaucoup dans les émissions congolaises. Moi, je ne fais pas de l'analyse, je fais pas d'analyse à la congolaise. J'analyse ces questions sur le plan purement strictement politique et géopolitique, en intégrant des paramètres qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. Le raisonnement selon lequel Félix et Kagame se cacheraient pour faire de jeux et tout ça est un raisonnement qui est strict, qui n'a rien à voir avec la réalité des faits. Vous avez entendu les propos du président Kagame devant le corps diplomatique à propos de Félix. On ne tient pas ce genre de propos quand vous faites ce genre de blague. Vous avez vu le niveau d'affrontement et les discussions au niveau du Conseil de sécurité. On n'est pas dans un jeu. Félix Tshisekedi est en rupture avec Kagame. Ça, je peux l'affirmer ici. Ceux qui disent qu'ils font un jeu ne comprennent rien à la géopolitique de la région, ne comprennent pas les subtilités de la géopolitique et de la politique. Maintenant, le fait d'être en rupture ne veut pas dire qu'on travaille nécessairement pour les intérêts du Congo. Et c'est là où j'attire l'attention des Congolais. Félix est en rupture avec Kagame, mais les gestes de Félix font le jeu de Kagame. C'est qui, et je comprends bien, emmène certains à dire que ces gens-là font un jeu qui nous échappe. Non. Joseph Kabila n'était pas ouvertement hostile à Kagame. Et pourtant, il a eu à faire des trucs avec Kagame, même si de temps en temps, il a adopté une posture qui était en rupture avec le Rwanda. C'est qui avait d'ailleurs poussé... Souvenez-vous des propos de Kagame à Jeune Afrique, au début de la mandat, en 2019, quand Félix arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit? Avec l'ancien régime, il est arrivé qu'on ait beaucoup de problèmes. Mais avec celui-ci, on n'a pas beaucoup de problèmes. Il disait avec Kabila, ils avaient beaucoup de problèmes et de différends, mais pas avec Félix Tshisekedi. C'est qui est totalement vrai. Donc la politique, tout comme la géopolitique, a des subtilités. Il ne suffit pas simplement de se contenter de regarder pour tirer des conclusions hâtives. Non. Félix et Kagame sont en rupture, il est vrai, mais les politiques de la RDC font le jeu du Rwanda. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et à partir de ce moment-là, tout devient clair pour le Rwanda qui tire son épingle du jeu pour essayer de continuer à avoir le dessus sur la RDC dans cette histoire-là. Voilà. Félix Tshisekedi peut-il faire appel à Joseph Kabila ou au nom de l'unité nationale? Je crois que aujourd'hui, je veux surprendre plus d'un Congolais, je pense qu'il doit non pas prendre à la lettre tout ce que lui dirait Joseph Kabila, mais de l'écouter. Vous savez, quand on est un chef d'État, on n'est pas un activiste. Un chef d'État n'est pas un activiste. Il y a des décisions qu'ils doivent prendre qui relèvent de l'intérêt national et qui peuvent être incompréhensibles pour le commun de mortel, pour la population. Mais c'est ça être chef d'État, c'est ça être un chef. Oui, s'il doit discuter avec Joseph Kabila, pourquoi pas? Kabila sait des choses qu'il ne sait pas. Peut-être que Kabila joue le jeu de ceux qui agressent le pays aussi. Mais en politique, il y a aussi un élément qu'on appelle la ruse qui existe. Le plus important, c'est d'être capable d'entendre, d'écouter et de tirer des conclusions qui s'imposent de manière intelligente et sage. Moi, je ne trouve pas de problème à ce que les deux hommes discutent. Si ça peut ramener la paix dans le pays, why not? Tout en sachant très bien le rôle des uns des autres dans ce qui arrive à ce pays-là, parce que Joseph Kabila a beaucoup contribué à ce qui arrive aujourd'hui à ce pays. C'est l'une des personnes qui a négocié avec le M23, même quand ce même M23 a été vaincu. Je l'explique. On l'explique ici, nous l'expliquons avec Feu Honoré Ngwanda dans Stratégie du chaos. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons expliqué. Non seulement on l'a prédit, mais on l'a expliqué, on l'a analysé et nous le voyons aujourd'hui. Tant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Aujourd'hui, vous avez dit que cette affaire est juste... Oh oui, ça, j'ai répondu à la question. Que peut faire la diaspora? La diaspora doit se mobiliser, mais de manière intelligente. Pas de manière simplement émotive. L'émotion est une bonne chose, mais il faut ajouter une petite dose de rationalité aussi. La diaspora doit se mobiliser, comme d'ailleurs le font toutes les diasporas du monde quand leurs pays sont confrontés à ce genre de situation. Faudrait-il pas avant tout faire tomber le régime tribal de Kinshasa pour fédérer, unir les Congolais? Ah oui, pour certains c'est une option. Moi je pense qu'aujourd'hui,
si le régime persiste sur cette voie-là, il ne laissera pas d'autres marge de manœuvre aux véritables patriotes, parce que le pays, il faut fédérer les uns les autres, et pour cela, ça prend des gens qui en aient la volonté. Ben, s'il n'y a pas de volonté de fédérer les gens, ben, il faudra que le régime s'en aille, ou alors il faudra que les gens s'en occupent. Ça, ça me paraît logique. Tout dépend de ce que Félix Tshisekedi fera dans les heures, les jours, les semaines, les mois à venir. Le Kassai aussi est déjà occupé. Oui, mais moi, ce que je trouve dérangeant, c'est que les Kassaïens, de manière générale, et les Badous de manière particulière, sont dans le même bateau que tous les autres Congolais. Tous, nous sommes dans le même bateau. Ceux qui sont à l'Équateur, à Kisangani, je ne sais où, nous sommes tous dans le même bateau. Donc nous n'avons pas intérêt à ce que la situation se détériore, et nous n'avons pas à soutenir ceux qui précipitent le pays dans les abysses. Parce que pour moi, la situation des Kassaïens est tout aussi dramatique que celle des Équatoriens, celle des Congos, des Né-Congos, ainsi de suite. C'est tout le pays qui est malade. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à comprendre le comportement de certains de nos compatriotes du Luba. Je ne comprends pas, personne n'arrive à comprendre. Sonia Rollet venait de dire tout à l'heure actuellement qu'à Goma, il y a une guérilla qui se passe par des vrais Ouazalènes de certains phares. Oui, c'est pas surprenant. Moi, je crois que le Rwanda ne pourra pas contrôler Goma. 4 millions d'habitants, vous allez les contrôler avec les 5 ou 6 000 hommes. Je doute fort. Je doute fort. Et je crois que Goma sera le tombeau des Rwandais. Goma sera le tombeau des Rwandais. Qui s'aventurent, qui rentrent, qui fassent comme les Américains qui sont rentrés triomphalement à Bagdad ou à Kaboul et qui ont eu du mal à sortir, et on sait dans quelles conditions ils sont sortis. Goma sera le tombeau des troupes rwandaises. Et ce ne sera pas parce que le pouvoir de Félix Tshisekedi a fait quelque chose. Ce sera parce que les Congolais de ce coin-là, nos compatriotes de l'Est, vont refuser au nom de leur dignité d'être dominés par ces gens-là. Par ces suprémacistes Tutsis qui utilisent les Hutus de service et certains Congolais pour arriver à leur fin. J'ai du mal à croire que Goma pourra être contrôlé. J'ai vraiment du mal à croire ça. Kid de Kagame est mon frère. Mais ça, ce sont les propos de Félix Tshisekedi qui se passent de tout commentaire. Votre question. L'objectif du Rwanda est-il d'aller jusqu'à Kinshasa et de briser le pouvoir? Je vais vous dire sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'objectif de Rwanda soit d'aller à Kinshasa renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, j'accorde très peu d'importance à un personnage comme Corneille Nangaa, qui dépend totalement du Rwanda. Je pense que l'objectif du Rwanda est de placer la RDC dans une position de négociation intenable. Pour le Rwanda, l'objectif c'est d'atteindre des objectifs sur le plan politico-militaire. Et c'est ce que nous avons expliqué encore une fois, excusez-moi de faire la promotion de mon livre, on l'a expliqué ici, les objectifs poursuivis par le Rwanda, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Donc, je crois que pour eux, c'est contrôler le Congo de l'étranger et à travers ce contrôle, créer un état de fait à l'est, dans une partie du Kivu, en annexant en douce au Rwanda ou en le mettant sous influence totale rwandaise, comme l'Ouganda est en train de le faire au niveau de l'Ituri. Je veux vous lire, si vous permettez, quelque chose qu'on écrivait ici, c'est en 2014. On l'écrivait par rapport aux différentes stratégies du Rwanda. Si on peut établir aujourd'hui un bilan à partir des objectifs que Kagame s'est fixés depuis le déclenchement de la seconde invasion du Congo le 2 août 1998, on peut dire que son bilan est largement positif. Car après les 4 guerres successives qu'il a menées contre le Congo depuis octobre 1996, près de 80% d'objectifs rwandais au Congo sont aujourd'hui largement atteints. Les autorités rwandaises, grâce aux accords successifs avec l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila, le RCD Goma d'Azarias Rouberois, le CNDP de Laurent Kunda Batouare, suivi de Bosco Tanganda et le 1-23 de Sultani Makenga, ont réussi à placer leurs pions dans l'appareil politique et militaire congolais. Les Tutsis rwandais ont en effet réussi à occuper plusieurs postes stratégiques de commandement dans l'administration provinciale du Nord Kivu, dans l'armée et la police nationale congolaise, ainsi que dans les institutions politiques du pays jusqu'au niveau les plus élevés.
toutes les nombreuses incursions militaires du Rwanda en RDC, sous prétexte de chasser les génocidaires Hutus des FDLR, n'ont servi qu'à déloger les populations congolaises autochtones de leurs terres ancestrales pour les remplacer par des populations immigrées du Rwanda. Ceci dans le but de créer la majorité numérique en faveur des populations Tutsis dans les territoires congolais convoités, afin de préparer la phase de la réclamation du référendum pour l'autodétermination de ces territoires. Stratégie du chaos, publiée en 2014. Allez lire le Twitter d'un certain Albert Rudasimbwa qui est proche de Kagame. Il dit aujourd'hui que la libération de Goma va permettre aux réfugiés congolais, soi-disant qui sont au Rwanda, de revenir chez eux en RDC. Ces réfugiés congolais, ce sont des Tutsis. Ceux qui n'ont pas encore compris ce qui se passe devraient prendre cela très très au sérieux. Voilà. Que dites-vous du silence des opposants? J'ai un problème avec les opposants, mais je comprends leur position. Je ne suis pas là pour juger, mais pour constater, analyser à froid. La plupart des opposants ne bougent pas parce qu'ils savent que le gouvernement congolais porte une certaine responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui à la RDC. Pour autant, en tant qu'opposants politiques, ils auraient dû lever la voix. Élever la voix pour dire que ce qui se passe est inacceptable, au moins par principe. Quand on est opposant, on n'est pas là simplement pour s'emparer du pouvoir et s'empiffrer comme le font les autres. Non, on est là pour défendre normalement les intérêts de la nation, de la patrie, et prouver à la population qu'on est digne de confiance à ce propos. Or, quand on est face à une telle situation, qu'on n'apprécie ou pas Félix Tshisekedi, on prend position. Moi, je prends position par principe, même si j'ai beaucoup de critiques à formuler, comme je l'ai fait à l'égard de Félix Tshisekedi. Nos opposants, encore une fois, ont prouvé qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent dire aux Congolais. Cher Patrick, pourquoi ne ferme-t-il pas la frontière avec le Rwanda? Relations diplomatiques, justement, mais c'est toutes ces incohérences-là qui font que beaucoup de pays ont du mal à suivre la position de la RDC. On a parlé de la fermeture des ambassades tout récemment. Donc, ce qui montre que le Congo avait quand même un problème, il n'y a pas de cohérence. Et encore une fois, je vous renvoie au propos de Patrick Mouya qui a dit que le Congo n'exclut pas d'entrer en guerre avec le Rwanda, qui, lui, fait la guerre au Congo. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette incohérence? Le même Mouya nous disait on ne doit plus parler de M23, on doit parler de Rwanda. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas nouveau, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Alors pourquoi la RDC ne déclare-t-elle pas la guerre au Rwanda officiellement, ouvertement? De quoi avons-nous peur? Ont-ils peur de perdre les privilèges liés à leur pouvoir? Ont-ils peur de perdre leur pouvoir? Laurent Désiré Kabila avait le sens de l'histoire. Rejeté par les Congolais pour avoir amené les Rwandais, il a su manœuvrer pour avoir l'assentiment de soutien de la population lorsque le pays a été agressé. Félix Tshisekedi semble incapable de le faire. Je pense, moi j'ai proposé des pistes, j'espère qu'il m'écoutera humblement. Je ne dis pas que j'ai le monopole de la vérité de tout ce qui se passe, ou de la connaissance, mais je crois quand même comprendre un certain nombre d'enjeux relatifs à la situation à laquelle la RDC est confrontée aujourd'hui. Pourquoi Kébi Séba parle si peu du Congo? Je peux vous dire très sincèrement, Kébi Séba est un ami, c'est un frère. Kébi Séba est l'un des rares à parler du Congo de manière très objective et même sans parti pris. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui dans le dossier du Congo, c'est qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts qui font que parfois les gens ne sont pas capables de tenir un discours cohérent et impartial vis-à-vis des faits. On prend toujours des arrangements avec les faits, parce que soit on flirte avec le régime, soit on reçoit un certain nombre de soutiens. C'est ça le problème. Mais Kébi Séba est très différent. Kébi Séba, je le dis en toute honnêteté, j'ai beaucoup discuté avec Kébi Séba de la situation au Congo. C'est quelqu'un qui est très objectif dans son analyse de la question congolaise. Et d'ailleurs, je l'ai vu sur sa page Twitter, il a fustigé ce qui se passe. Il a fustigé le Rwanda tout en interpellant les autorités congolaises, tout en se montrant aussi critique à l'égard des autorités congolaises. C'est quasiment la même position que j'ai. Pourquoi Félix Tshisekedi ne joue pas de la même façon que les dirigeants de l'AES? Les dirigeants de l'AES ont une certaine conscience politique historique, ce qui n'est pas le cas de Félix Tshisekedi. Il faut le dire en toute honnêteté. Et puis, la compréhension des enjeux aussi n'est pas la même, quoi.
Kémy Séba est un ami de Félix Doulo-Tobige. Non, Kémy Séba critique le régime de Kinshasa. Il faut faire très attention. Il critique le régime. Justement, lui, il a connu Félix Tshisekedi du temps où Félix était dans l'opposition. Ça ne l'a pas empêché, lui, Kémy Séba, de se montrer critique à l'égard de son régime. C'est ça qu'on attend de nous tous Congolais, mais aussi des Africains qui s'intéressent aux questions congolaises. Pas de prendre des arrangements avec les faits pour des raisons X, Y. Non. Nous devons être cohérents de ce que nous faisons. Si nous défendons le Congo, nous devons le faire de manière impartiale et juste. Moi, je n'ai rien contre Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui, il demande mon aide, des conseils par rapport à la situation de RDC, je lui donnerai ces conseils-là volontiers. En autant que le Congo gagne, en autant que le Congo soit gagnant, c'est le plus important. Mais s'il faut critiquer, on va critiquer. Quand quelque chose ne va pas, on critique. Et c'est le rôle des intellectuels, c'est le rôle des penseurs. Et c'est le rôle de tout Congolais, de tout Africain qui veut voir l'Afrique et le Congo évoluer dans le sens bien entendu positif. C'est des pas... Ouais. Patrick Papa Nganda, vous avez dit l'émission de Félix. Pensez-vous qu'il a changé? Pas vraiment, hein, parce que, je l'ai dit, la posture de Félix joue en défaveur contre la RDC des intérêts du Congo. Qui de la mort du gouverneur moi, mais il y a beaucoup de choses qui se disent, mais moi, d'après des sources, des personnes avec lesquelles j'ai discuté, je peux dire ici qu'il a été assassiné par des gens du côté congolais. Les Rwandais m'ont dit qu'ils n'ont rien à voir dans tout ça. J'ai demandé à plusieurs sources rwandaises, ils ont été très clairs, ils n'ont rien à voir dans tout ça. Pourquoi les États-Unis n'ont rien dit jusque-là? En fait, non, les États-Unis ont dit des choses. À l'époque des démocrates, à l'époque de Biden, il y a eu ils ont critiqué le Rwanda sans remettre véritablement en question les relations avec ce pays, vu que le département de la Défense a des relations très poussées avec le régime de Kigali. Ceci étant dit, je dois dire aussi que du côté de la RDC, on n'a pas su tirer notre épingle de jeu, raison pour laquelle nous nous retrouvons devant cette situation. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les États-Unis viennent faire le travail à notre place, c'est impossible. C'est aux Congolais de défendre les intérêts de leur pays. Et je suis d'accord avec Charles Onana quand il dit que c'est aux Congolais de défendre les intérêts de leur pays. Je suis totalement d'accord avec lui. Ce n'est pas aux autres de faire ce travail pour nous, c'est aux Congolais de faire ça pour eux. Les États-Unis soutiennent la balkanisation. Les minerais exploités de manière contre sont achetés par les GAFAM à bas prix. Mais oui, mais là encore, il y a une chose qu'il faut dire. Savez-vous qu'il y a des entités congolaises qui travaillent dans la contrebande des ressources minières congolaises qui sortent par le Rwanda? Il faut le dire, nous avons une responsabilité congolais là-dedans. Maintenant, il y a une question que je veux poser que personne ne pose. Pourquoi la RDC, pourquoi le gouvernement de Félix Tshisekedi, son régime, ne déclare-t-il pas les minerais de Congo, minerais non exploitables, qu'on déclare cette zone-là, toutes les zones contrôlées par le M23, zones de non-exploitation? On peut le faire. Une fois que le gouvernement le fait, tous les pays qui s'approvisionnent en minerais provenant de ce coin auront un problème. Vous, on vous vole, vous allez vous plaindre, vous dites, mais il m'a volé. Non, déclarez tous les produits volés chez vous non conformes, produits volés. Donc tout celui qui va acheter ça va faire du recel. Il va être arrêté. Mais nous, on n'a pas fait. Nous avons une position qui est très problématique et qui permet de comprendre aussi parfois le manque d'empathie et le manque de soutien à l'égard de la RDC dans ce dossier avec le Rwanda. Dans l'affaire de minerais stratégiques, nous sommes impliqués. Il ne faut pas oublier, avant ça, c'est le Congo qui avait signé un accord de coopération avec le Rwanda pour le traitement, pour le raffinement de l'or. Le raffinage de l'or. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. Donc à un moment donné, il faut être... Le problème, c'est que nous, on oublie vite, mais les autres n'oublient pas. Boudagana tombe, on fait du bruit puis on oublie. Une autre ville tombe, on fait du bruit puis on oublie. Et les autres n'oublient pas. Les autres n'oublient pas. Et donc, quand nous voulons vociférer, on nous rappelle nos propres responsabilités dans ce qui nous arrive. Malheureusement pour nous. C'est pour ça que Félix Tshisekedi ne se sent pas en danger. Il sait que Paul Kagame n'a pas pour objectif d'aller à Kinshasa. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe davantage Félix Tshisekedi et les siens, c'est la conservation du pouvoir que la défense des intérêts du pays. C'est ce que je crois. Et il le prouve bien avec ce débat sur le changement de la Constitution, qui n'a absolument pas de place dans un pays déstabilisé et dont une partie du territoire est occupée.
aucun Congolais aimerait voir des Rwandais venir pétiner nos institutions. Je suis totalement d'accord. Mais si vous ne prenez pas des dispositions qui s'imposent, ils vont quand même venir. La preuve en est qu'ils occupent une partie du territoire national. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui dansent, il y en a qui fêtent. On fait comme si de rien n'était jusqu'à ce que cette histoire de Goma arrive. Et ça m'horripile au plus haut point. On s'agite parce que c'est Goma, mais on a oublié que Bunagana et les autres régions, les autres villes sont occupées et localités sont occupées. Bonsoir, M. Mbeko. N'est-il pas plus judicieux pour la RDC de concentrer ses forces contre le M23 et de régler la question de l'implication rwandaise après? Non, c'est impossible parce que le M23, c'est le Rwanda. Donc, régler la question du M23, c'est régler la question du Rwanda. En fait, il faut régler la question du Rwanda et la question du M23 sera réglée par ricochet. Il est vraiment incohérent ce Tshisekedi. Oui, très incohérent. Quid de l'Ouganda dans tout ça? Ah, très belle question, Hervé. Ça, c'est encore un autre problème de cohérence. Bon, vous voyez, on reproche beaucoup de choses au Rwanda à juste titre. Sauf que le Congo est l'allié de l'Ouganda qui soutient à bas bruit le M23 et qui exploite aussi les ressources naturelles congolaises, notamment l'or, dans la région de l'Ituri. Essayez d'expliquer aux Occidentaux, aux observateurs étrangers, que vous êtes sérieux dans votre lutte contre le Rwanda quand ces gens-là savent en même temps que vous êtes l'allié de l'Ouganda qui soutient à bas bruit le M23 que le Rwanda soutient ouvertement. Comment vous l'expliquez? Lorsque les Nations Unies sortent leur rapport il y a quelques mois sur l'implication de l'Ouganda, que fait la RDC? La RDC fait semblant, les autorités congolaises font semblant de convoquer l'ambassadeur de l'Ouganda et puis c'est fini. C'est cette incohérence-là qui permet de dire que les gouvernements congolais, le régime de Kinshasa n'est pas sérieux dans le règlement de la problématique du M23. C'est une très bonne question sur l'implication de l'Ouganda, parce que ça nous montre à quel point le gouvernement congolais est incohérent et sa politique étrangère illisible. Or, une politique étrangère qui est illisible devient problématique pour les interlocuteurs étrangers. C'est une base en diplomatie. Félix Fachi sera obligé de déclarer la guerre car les militaires lui font comprendre qu'avec ou sans lui, ils sont déjà au Rwanda depuis hier. Donc bon, écoutez, les militaires vont aller au Rwanda, tout ce qu'on veut, mais la réalité du terrain est que les militaires aujourd'hui défendent la patrie par amour pour celle-ci. C'est tout. Et que Félix Tshisekedi doit les soutenir, le gouvernement doit les soutenir. Et je pense que si aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais décidé de couper dans les dépenses des institutions, les grandes institutions, le Parlement et tout ça, pour redistribuer tout ça à l'armée, ça sera un message fort. Mais encore faut-il le faire. Maintenant, aller s'aventurer au Rwanda, moi je suis de ceux qui pensent que cette histoire du Rwanda, il faudra tôt ou tard la régler. Il faudra faire la guerre au Rwanda, quitte à aller jusqu'à Kigali, parce que Kigali n'est pas loin de la frontière congolaise, contrairement à Kinshasa. Mais jusque-là, on n'a même pas déclaré la guerre au Rwanda qui, lui, nous agresse militairement. Écoutez, il n'y a pas à dire là, à un moment donné, nous devons être cohérents. Avant de parler du Rwanda, regardons-nous. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Moi, je le dis à tous les Congolais. Essayons d'être honnêtes envers nous-mêmes. Après, nous le serons à l'égard des autres qui nous observent et qui ne nous prennent pas beaucoup au sérieux. Vous croyez que c'est possible d'avoir la liste des entreprises occidentales qui achètent des minerais congolais au Rwanda? Oh oui, c'est possible, mais je peux vous dire une chose. Hein. Le domaine minier congolais est aujourd'hui dominé par la Chine. Après, oui, il y a des minerais qui sortent par le Rwanda, qui sont achetés par les Occidentaux et par les Émirats Arabes Unis. Mais là encore, j'insiste pour dire que ces minerais sortent aussi avec la complicité de certains Congolais. Et puis, rien n'empêche aujourd'hui Félix Tshisekedi de déclarer que aucun minerai ne sortira par le Rwanda. Rien ne nous empêche de le faire. Est-ce qu'on l'a fait? Je ne sais pas. Mais je doute fort. Mais rien n'empêche aujourd'hui de dire stop, aucun minerai ne doit sortir par le Rwanda. Nous avons laissé la frontière ouverte. Ils ont donné des explications. À un moment donné, il faut être sérieux et cohérent. C'est une question de cohérence. En diplomatie, tu peux être un menteur. Ça ne dérange pas, en autant que tu sois cohérent. C'est ça la diplomatie. Quand les Américains passent à la tribune des Nations Unies pour raconter des bêtises, tout le monde sait qu'ils mentent. Mais ils sont cohérents. C'est comme ça. Pourquoi votre président ne va jamais voir les Russes ni les Chinois, alors qu'on voit les autres présidents? Pour le faire, il faut avoir une certaine vision de son propre pays.
C'est d'abord ça. Les Maliens, les Burkinabés l'ont fait parce qu'ils ont certaines visions de leur pays. Ils ont traité avec les Occidentaux, ils n'ont rien eu. Ils ont basculé du côté russe pour les Burkinabés, les Maliens, même si les Russes étaient déjà là avant, à l'époque de l'Union soviétique, pour renforcer les relations avec eux, on voit quand même des résultats. Mais ils ont une vision de leur pays. De notre côté, est-ce qu'ils ont une vision de ce pays-là? Non. Je rappelle que Félix Tshisekedi était en Russie, il était en Chine. Nous avons même signé une sorte de partenariat stratégique qui n'a jamais connu de suite. Pourquoi? Parce que pour nous, la politique étrangère est devenue une sorte de théâtre. Et personne ne nous prend plus au sérieux. Comment voulez-vous que les Chinois et les Russes nous prennent au sérieux quand ils voient comment nous nous comportons sur la scène africaine, mais aussi sur la scène internationale? La RDC, je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, pendant que l'Afrique du Sud, qui soutient le gouvernement congolais avec la force de la SADC, je dis bien la force de la SADC qui est au Congo, est commandée par les Sud-Africains. L'Afrique du Sud dépose une plainte contre l'État d'Israël sur la question de Gaza à la CPI. Qui va contrer, pas contrer ouvertement, mais qui va défendre les intérêts d'Israël à la CPI? C'est le gouvernement congolais. Et vous voulez qu'on nous prenne au sérieux dans ces conditions-là? Mais tout ça est lié. Si vous ne faites pas le lien entre tous ces événements-là, vous ne comprendrez pas la posture de certains États à votre égard. Les gens savent que Félix Tshisekedi est proche d'Israël, qui lui a des problèmes avec beaucoup d'autres pays arabo-musulmans et africains. L'Union africaine a une position de principe sur la question palestinienne. La RDC va dire à la CPI que non, nous on est contre les poursuites contre Benjamin Netanyahu et ses proches. Comment on peut prendre un pays comme ça au sérieux? Dites-moi. Dites-moi, parce qu'on dit qu'on critique pour critiquer. Essayez de m'expliquer. Vous, votre ami défend une cause. Votre ami qui vous soutient défend une cause. Mais vous, votre frère va en secret là-bas pour travailler. Vous allez en secret pour travailler contre l'ennemi de votre ami ou contre quelqu'un que votre ami combat. Et vous voulez que votre ami soit avec vous à 100%. Mais non. Mais non. Comment la population peut mettre la pression sur le président pour que des vraies solutions soient prises? Mais moi, je pense que la première chose, c'est d'interpeller pas seulement le président, mais toutes les autorités. Faire pression, faire comprendre aux autorités que si ça continue comme ça, on va travailler à avoir un autre gouvernement. Et la Constitution le permet à travers l'article 64. Vous parlez de la critique qui est le rôle des intellectuels tout en louant au bas mot les militaires au Sahel. Ça m'étonne vraiment venant de vous. Savez-vous que chez moi, au Burkina Faso, les gens sont enlevés, enfermés et tout ça? Oui, ça je le sais. Il faut faire très attention parce que moi je reprends une question qui est précise, qui est pourquoi ces gens-là vont voir les Chinois et les Russes. Je ne fais pas une analyse de la politique intérieure du Burkina Faso, du Mali, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus et j'ai déjà eu à le dire déjà dans certaines émissions. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a la posture de ces États qui se tournent vers la Russie et la Chine pour des raisons de géopolitique et de diplomatie. Et il y a la politique intérieure de ces États qui est critiquable à plusieurs égards. Et je suis le premier d'ailleurs à critiquer ces gens-là. Donc, il faut vraiment dissocier les deux questions. Tshisekedi ne peut pas déclarer tous les minerais de cette zone inexploitable car il est lui-même partisan. Justement parce que nous sommes impliqués. Nous connaissons les noms des gens à Kinshasa qui sont impliqués dans l'exploitation illicite de ressources naturelles avec des entités rwandaises. On le sait, on connaît leurs noms. C'est un secret de polichinelle. Simon, il faut une guerre ouverte contre le Rwandais, non rester évasif. Ben, totalement, il faut une guerre ouverte et totale. Tant qu'on n'aura pas cette posture-là, le reste c'est du verbiage. Est-ce que ce sont les USA qui empêchent Kinshasa de faire appel à Wagner pour aider le Congo? Non seulement ce n'est pas les États-Unis qui nous empêchent, mais il y a un gros problème au Congo que je dois relever par rapport à ça. C'est que les dirigeants congolais, les responsables politiques, les responsables de la société civile, il y a au Congo une forme de complexe d'infériorité à l'égard de l'Occident qui me sidère. Les Congolais, ils agissent en fonction de ce que pense l'Occident. Que ce soit les gens qui sont au pouvoir, que ceux qui sont dans la société civile. Par conséquent, on a toujours une forme de changement dans la continuité parce que Félix Tshisekedi que nous critiquons aujourd'hui était dans l'opposition aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a ce problème-là. Ce ne sont pas les États-Unis qui nous empêchent. C'est parce que nous avons intériorisé une forme d'infériorité qui fait que nous pensons notre avenir, notre politique étrangère, en fonction de ce que penseraient les autres de nous ou des décisions que nous prendrons par rapport à la défense de nos propres intérêts. C'est ça le problème.
quand va-t-il, Félix, aller s'installer au Kivu, puisqu'il l'a dit lui-même? Il faut lui poser la question, on attend toujours. Pour le Rwanda, le pillage des ressources minières de la RDC, c'est une question de vie ou de mort. Ben, c'est justement ça. Alors si vous coupez là, c'est fini. Il suffit de couper. Et c'est fini. Faché et son gouvernement ont perdu de récupérer la vente et l'appropriation des minerais car le gouvernement de Faché n'a pas assuré les acheteurs. Ils ne veulent pas d'autres vendeurs que Kagame car il est celui qui depuis... Non, ça c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Ça, ce sont des choses qui se racontent. Je peux vous dire une chose, c'est que le Rwanda, vous savez pourquoi Kagame, à un moment donné, a commencé à critiquer les Occidentaux en disant que oui, moi je ne vole pas les minerais du Congo, moi je suis une zone de transit, ça va chez vous. Kagame l'a dit ouvertement. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a dit? Parce qu'il était critiqué justement par les Occidentaux. Kagame dit ceci dans son interview, dans son intervention publique. Il dit, dans les discussions avec des diplomates occidentaux, on me dit que c'est moi qui vole les minerais du Congo, les Congolais disent que c'est moi qui vole leurs minerais. Et moi je leur ai demandé, est-ce que les minerais ça reste chez moi ou ça va chez vous? Si Kagame le dit publiquement, c'est parce qu'il avait été critiqué. C'est parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté avec tous ses alliés occidentaux, notamment les anglo-saxons. Le problème ici est que quand vous posez la question, y compris aux Congolais qui sont dans le domaine minier, ils vous disent que du côté rwandais, il y a davantage de cohérence et de sérieux que du côté congolais. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et c'est sans compter le fait que, et je vous l'ai dit, qu'il y a des Congolais qui prennent part au réseau de contrebande de ressources naturelles de leur pays vers le Rwanda ou l'Ouganda. Il faut dire la vérité. Nous avons un devoir de vérité envers nous-mêmes. Nous ne devons plus nous mentir et trouver des circonstances atténuantes pour justifier nos insuffisances. Ça ne marche pas. Pour régler ce problème, nous devons être cohérents envers nous-mêmes et sérieux et rigoureux. Et si nous corrigeons les failles intérieures, l'extérieur aura de la difficulté à nous déstabiliser. Dans 2 minutes, je pense que je vais arrêter. Aucun homme politique valable, un peuple affaibli et distrait, un futur difficile. Il faut garder espoir. Quid du gouvernement Hutu-Burundais pendant que le M23 compte avancer vers Bukavu, non loin de la frontière. Les Burundais sont ceux qui soutiennent quand même la RDC. Mais vous vous souvenez des propos du président burundais il y a 2 ans, lorsque la force de l'EAC était encore en RDC. Il avait dit, nous allons rester ici tant que le Congo n'aura pas d'armée. Vous vous rendez compte? On a 150 000 hommes. Mais le président Ndayishimiye avait dit que nous allons rester ici tant que le Congo n'aura pas d'armée. Ça veut dire que tous ces pays savent que le Congo n'a pas une armée capable de relever le défi. On dit pas, en fait, on a une armée, mais qui n'est pas capable de relever le défi à cause des problèmes structurels que j'ai relevés tout au long de mon intervention de ce live. Je pense que l'hypocrisie du gouvernement se trouve dans le fait de ne pas faire appel à Wagner pour aller chasser les Rwandais. Mais nous avons des mercenaires blancs qui font quoi? On a des mercenaires roumains. Et plus grave, on a même des mercenaires qui sont dans la protection rapprochée du président de la République de manière ouverte. Ça veut dire que le président de la République n'a même pas confiance en ses propres hommes. Il n'a pas confiance dans la garde républicaine. C'est ce que ça veut dire. C'est un mauvais message qu'on envoie aussi à l'étranger et à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays. Si le président de la République, celui qui est censé être le commandant suprême des armées, ne fait pas confiance en ses hommes, il embauche des mercenaires blancs qui assurent sa sécurité de manière visible ou ouverte. Et que peuvent penser les autres de notre armée? C'est toutes ces incohérences-là qu'il faut corriger. Quelle est la vraie raison que Kinshasa ne déclare pas la guerre ouverte à Kigali? Je crois que c'est la peur. C'est tout. C'est la peur. Je ne vois pas d'autres explications. C'est la peur. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Peut-être ils se disent ça. Alors on préfère ne pas déclarer la guerre à un pays qui, lui, nous fait la guerre. C'est problématique. Ouvrir un front, moi je pense, hein, sincèrement je crois, que même avec les phares d'essai qu'on a, avec leurs défaillances, leurs insuffisances, le Congo est capable d'aller au Rwanda et régler cette histoire-là. 150 000 hommes du côté congolais, 40 000 du côté rwandais. 100 millions d'habitants du côté congolais, 12 millions du côté rwandais. Et vous pensez vraiment qu'on ne peut pas régler cette histoire-là? La guerre, c'est vrai, ce n'est pas une question seulement de nombre. C'est une question de discipline, de stratégie, tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi une question de nombre. Et on a ce nombre. Si on n'a pas un problème d'armée, on a un problème d'organisation, on a un problème de gouvernance,
y compris au plan de la gouvernance militaire. Aujourd'hui, le chef le ministre de la Défense est un ancien infirmier. Plusieurs officiers nommés sont d'anciens membres de groupes soutenus par le Rwanda. Comment gagner la guerre dans ces conditions? C'est à Kinshasa de faire le ménage. Et nous devons d'abord faire un ménage profond au niveau du Congo avant de penser à régler la question extérieure concernant le Rwanda. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vois il y a plusieurs questions. Mais Patrick, merci beaucoup Patrick pour tout ce que tu fais. Courage et force. Merci à vous aussi pour le soutien. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore, ne sont pas encore procuré Stratégie du chaos ou, excusez-moi, ça c'est le tout dernier, Malheur aux vaincus. Il y a tout un chapitre sur la guerre du Congo. Là. Il y a tout un chapitre mis à jour, tous les éléments mis à jour. Et je montre comment. Parce que bon, oui, je vous ai dit que les États-Unis ne sont pas impliqués, mais les États-Unis quand même achètent du coltan au Rwanda. Je crois 10% de leur coltan, 15%, non, 20% je crois, provient du Rwanda, mais soit. En tout cas, merci à vous et j'espère avoir été clair. Je vais faire une vidéo beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus courte que je veux aussi poster dans les jours à venir. On espère que les FARDC vont continuer à défendre vaillamment la patrie. Et à tout un chacun, bonne soirée, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au Congo, c'est difficile. Mboka ba égoïste, mboka bato moko qui ont des naïvetés, ce bazar la mité mandenge nini, tu ne comprends rien. À titre d'exemple, il y a 2 jours, Mkonzazo et Bissangake, Basaki réunion mon conseil de sécurité, ils étaient à 8. Il sait qui était là. Non, pas 8, ils étaient je pense à une dizaine. Alors vu qu'à comprendre le lendemain, bah, je preuve que ma solongue est de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, Nakatiwana, qui peut être vraiment insensé, Abimsara Masola et Delika Boyamboka, ok, Mobetali Solo, c'est quoi ton but? C'est quoi? Katsaka na malembe kende kuna? Donc c'est ça, notre vie, on est, en fait, je pense que mon connaisseur Saza, il sait même plus à qui faire confiance. Il sait plus. Mais je crois que le chef là où il est, il va faire confiance à qui que ce soit, il va faire confiance à lui-même. Mais Papa Delphin, comment veux-tu travailler seul? Il ne faut pas oublier une chose. Non. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a Ayaki n'a pouvoir en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation, il y a eu un apoto, il a donc, ce qu'on bunda pone kolo. Mais cette mentalité-là est entrée dans notre pays, ça fait quelques années. Et comment que non, on travaille pour les individus, à tel point que ceux qui ont eu n'est pas une entreprise, au côté nommé au DG, en fait, ils ne sont pas là pour l'avancement des choses. Tout le monde tire la couverture côté naïe, Azon tire les bâtons dans le roue. Tant que Atabobimisi ba million, tant que yo échoué, c'est ce qui compte. Ils ne regardent pas na perte c'est ce qui est grave. Donc, nous sommes tous en opposition, Azo espérer qu'à o échoué. Malgré qu'il ou investir ba million dans l'armée ou dans je ne sais quoi, mais à échouer car on a raison. Mais c'est le pays qui recule tous les jours, tous régressé. Où est-ce qu'on va aller? Maman, Moni, je comprends. Le président Félix, il n'est pas militaire, il est venu politique. Ça, c'est la mentalité congolaise. Moi, je vous parle. Imaginez-vous, la société, c'est nous qui l'avons créée. C'est ma société qui avait